on a maintenu les Français dans la croyance qu'il y avait un conflit droite-gauche. Et les Français, ils ont voté à droite, ils ont voté à gauche. Mais petit à petit, ils l'ont découvert avec Chirac, puis avec Sarkozy, puis avec Hollande, puis avec Macron, et de plus en plus, ils votent à droite. Ou ils votent à gauche, et en fait, ils ont toujours la même politique. En gros, hein. Avec des problèmes qui ne sont jamais résolus, qui ne font que s'aggraver. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de délocalisation. Il y a de moins en moins d'industries, sauf cas exceptionnel. Là, j'ai rencontré le maire de Bellerive, de l'endroit où nous sommes. J'en profite d'ailleurs pour le remercier parce qu'il nous a reçus de façon tout à fait cordiale et républicaine, comme on dit. Et il a mis à disposition cette salle gracieusement, donc je le remercie. Donc il m'expliquait que dans la région, à Saint-Pourçain, je crois, il y a eu une implantation industrielle de LVMH. Mais c'est un cas très particulier sur un métier qui est un métier de luxe, qui justement n'est pas sensible au taux de change et à la cherté de l'euro, et sur un métier où c'est une des rares niches qui nous restent, où on peut exister dans le reste du monde. Mais à part quelques petites exceptions comme ceci, en fait, les Français, ils aimeraient quoi? C'est assez simple. D'abord, ils voudraient rester en paix. Deuxièmement, ils voudraient conserver leur niveau de vie et, si possible, l'accroître. Troisièmement, ils aimeraient bien bénéficier, à la fin d'une vie de labeur, de quand même un certain nombre d'années pour profiter d'une heureuse retraite. Voilà, qu'ils n'aient pas 6 mois ou 1 an avant de passer de vie à trépas. Ils voudraient aussi, les Français, avoir un métier correct, un beau métier. Et puis un truc qui leur permette d'avoir un bon niveau de vie. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Hein. Je crois que les Français, ils aimeraient bien aussi, dans leur majorité, je reprends une expression qui était belle dans sa simplicité, qui était de Charles de Gaulle, qui disait qu'il s'adressait à tous ceux, à toutes celles et à tous ceux, disait-il, qui veulent avant tout que la France reste la France. C'est-à-dire, les Français sont pas racistes, c'est pas vrai, dans la grande majorité. Ou en tout cas, moi j'ai voyagé dans beaucoup de pays du monde. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays du monde où on est beaucoup, beaucoup plus raciste qu'en France. Les Français sont pas racistes, les Français sont ouverts sur l'étranger, les Français ont des amis, des collègues de travail, d'école, à l'université, à la fac, en entreprise, en administration, qui peuvent venir de différents pays. Mais bon, il y a un moment à partir duquel, quand même, ils veulent quand même pas que ça change la nature de leur propre pays. C'est tout bête, hein. Il n'y a pas besoin de se mettre dans des colères inimaginables. Il n'y a pas besoin de vitupérer dans un sens ou dans l'autre. Les Français voudraient que la France reste la France, avec ses habitudes, voilà. Les Français, ils voudraient aussi quand même un peu de fierté nationale. C'était Michel Serres, qui était un philosophe français, qui d'ailleurs vit encore, qui a, dans les années 2000, je crois, avait été reçu sur je ne sais pas quelle radio. Depuis lors, il n'a plus jamais été invité, d'ailleurs. C'était quelqu'un de gauche, hein, Michel Serres. Et il avait dit qu'il s'adressait aux journalistes en disant ça, si vous pouviez, je ne dis pas tous les jours, disait-il, mais si vous pouviez de temps en temps dire un peu de bien de la France. Parce qu'on est un pays où on passe son temps à dénigrer la France, l'histoire de France, les Français, tout ce qu'a été la France. Une espèce de revue générale qui n'est pas seulement d'ailleurs fait à l'extrême gauche ou par la woke culture, mais qui est même intégrée. L'idée même, par exemple, de la construction européenne consiste quand même à dire la France a été un grand pays, mais maintenant c'est terminé, donc il faut envoyer cette vieille dame dans un hospice, et donc il faut fusionner avec la Lettonie, l'Estonie, Chypre et la Slovaquie. Les Français ne comprennent rien à ça. D'ailleurs, si on posait une question, on prendrait des gens dans la rue en disant quels sont les 26 pays avec lesquels les Français ont été mariés, je ne suis pas sûr que nous aurions beaucoup de bonnes réponses. Alors, il y a un petit problème quand même. C'est le problème des élections. Et on a vu arriver, au cours des décennies écoulées, une sophistication de plus en plus grande dans la manipulation des élections et dans la manipulation médiatique. Et puis aussi, et plus simplement encore, dans le recours aux urnes.
Je regardais, juste avant de venir, une liste qu'on trouve sur Wikipédia, qui est la liste, je vais la retrouver tout de suite, qui est la liste des référendums qu'il y a eu en France sous la Ve République depuis 1958. Il y en a eu un, le premier, le 28 septembre 1958, pour approuver la Constitution, avec 82,6% de oui. Un deuxième, donc là on est sous De Gaulle, c'est De Gaulle qui arrive au pouvoir. Un deuxième, le 8 janvier 1961, sur l'autodétermination en Algérie. Donc, 2 ans et 4 mois après le premier. Puis, un référendum le 8 avril 1962 sur les accords d'Évian accordant l'indépendance à l'Algérie. On est donc 1 an et 3 mois après le précédent. Puis, un référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République le 28 octobre 1962, c'est-à-dire 6 mois après le précédent. Puis, un référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation le 27 avril 1969. Donc, 6 ans après le précédent. Ça veut dire que sous la présidence de Charles de Gaulle, qui quitte le pouvoir en 1969, justement avec ce dernier référendum, il a quand même eu la bagatelle de 5 référendums en 10 ans. C'est-à-dire un référendum tous les 2 ans pour demander au peuple français ce qu'il voulait sur des sujets fondamentaux. La Constitution, la guerre d'Algérie, l'indépendance de l'Algérie, la régionalisation, la réforme du Sénat, l'élection du président de la République au suffrage universel. Une fois tous les 2 ans, De Gaulle demandait aux Français ce qu'ils voulaient. Alors si on continue ensuite, il y a eu sous Pompidou un référendum le 23 avril 1972 sur l'élargissement de la communauté économique européenne au Royaume-Uni, à l'Irlande, au Danemark et à la Norvège. Et puis ensuite, c'est tout pour Pompidou. Sous Giscard, aucun référendum pendant son septennat. Sous Mitterrand, il y a eu 2 référendums en 14 ans. Le référendum du 6 novembre 1988 en Nouvelle-Calédonie, pour l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, qui est un sujet important, mais qui, vu de France métropolitaine, n'est pas considéré comme un sujet. C'est pas aussi grave que ce qui se passait en Algérie. Il n'y a que quelques centaines, il y a quoi, 200, à l'époque il y avait 200 000 habitants, 250 000 habitants à l'autre bout du monde. Et c'est bien d'avoir demandé l'avis des Français. Et puis le deuxième référendum, c'était celui du 20 septembre 1992 sur le traité de Maastricht dont je parlais tout à l'heure. C'est tout pour Mitterrand. 2 référendums en 14 ans. Et bien ensuite, il y a eu, sous Chirac, 2 référendums. Chirac a été au pouvoir pendant 12 ans. Le 24 septembre 2000 pour réduire de 7 à 5 ans la durée du mandat présidentiel, le quinquennat. Et le 29 mai 2005, le traité sur la Constitution européenne qui s'est soldé par un non. Et depuis, sous Sarkozy, 0 référendum. Sous Hollande, 0 référendum. Et sous Macron, depuis 6 ans, 0 référendum. C'est-à-dire que le dernier référendum que nous ayons eu, c'est 2005, mai 2005. Ça fait 18 ans qu'il n'y a eu aucun référendum pour demander aux Français ce qu'ils voulaient. Sur des sujets pourtant absolument fondamentaux. Je rappelle que De Gaulle, c'était tous les 2 ans. Normalement, dans une démocratie, j'ai déjà dit, je le répète pour ceux qui auraient des doutes, que démocratie, c'est démos, kratos. C'est de l'ancien grec. Démos, ça veut dire le peuple. Par exemple, la démographie, vous connaissez, la démocratie, c'est des mots fondés à partir des mots. Et puis, kratos, c'est le pouvoir. Donc normalement, une démocratie, c'est le peuple a le pouvoir. Normalement, dans une démocratie,
ce qui s'est passé après le référendum de 2005, où 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne, il aurait dû normalement y avoir un grand débat national pour demander aux Français qu'est-ce que vous voulez maintenant. Et en particulier, il aurait fallu demander aux Français cette question toute bête, comme le jeu radiophonique Stop ou encore. Est-ce que vous voulez rester dans la construction européenne ou est-ce que vous voulez en sortir? Et je rappelle que jamais cette question, jamais, n'a été posée depuis le lancement de la construction européenne en 1957. Il y a eu des référendums sur l'Europe, je l'ai dit, en 1972, c'était sur l'élargissement au Royaume-Uni, à l'Irlande, au Danemark et à la Norvège. Les Français ont voté oui, très chichement d'ailleurs. Mais s'ils avaient voté non, on restait quand même dans le marché commun. Hein. Ensuite, il y a eu le référendum de Maastricht de 1992. Mais si les Français avaient voté non, on restait dans le marché commun. Et enfin, lorsque les Français ont voté non en 2005, les Français sont restés dans l'Union européenne. C'est-à-dire que cette question honnête, sincère, aurait dû être posée aux Français. Et là, je touche du doigt quelque chose que je crois vraiment important de dire. C'est que la politique ne peut retrouver son prestige, ne peut retrouver surtout l'intérêt des citoyens français qu'à la condition que les Français aient le sentiment qu'on leur demande honnêtement leur avis. Qu'on n'essaye pas de l'entourloupe. Depuis que j'ai créé mon mouvement politique il y a 16 ans, j'ai créé un mouvement politique pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, il y a 16 ans et demi. C'est inscrit dans notre charte fondatrice. C'est inscrit dans les statuts que j'ai déposés à la préfecture de police de Paris. Il y a à l'intérieur de cette charte, une page 5, il y a 3 paragraphes où j'explique la manipulation sur les projets d'autres Europe qui ne verront jamais le jour, mais qui sont là pour manipuler les gens. Et donc nous, et pas seulement moi, le bureau politique de notre mouvement politique, appliquons cette charte sans faillir depuis 16 ans et demi. Parce que nous sommes honnêtes. Et rien ne m'irrite plus que de voir des gens qui, sur Internet, des trolls, disent que j'aurais un ego démesuré, un melon comme ça, parce que je refuserais de faire alliance avec des gens qui disent et font le contraire de ce qu'on veut. Excusez-moi cette petite sortie politique, mais de quoi est-ce que j'aurais l'air vis-à-vis de tous les adhérents et de tous les sympathisants et de tous les électeurs qui me font confiance depuis 16 ans et demi, si je nouais une alliance électorale avec quelqu'un comme M. Dupont-Aignan qui vient de nous dire qu'il veut faire une alliance avec Ciotti, avec Zemmour, avec Le Pen, qui sont pour rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Alors que c'est l'essence même du combat qui est le nôtre, c'est de justement en sortir. Il faut savoir ce que l'on veut. Si on veut rétablir la politique, il faut être droit. C'est d'ailleurs un conseil de De Gaulle. Il disait dans son discours du 18 juin 1942, 42, pas 40, c'était le 2e anniversaire de son discours du 18 juin 40, il le fait à l'Albert Hall, et il dit exactement ce que je dis là maintenant, c'est-à-dire que depuis le premier jour, il n'a jamais varié. Et que beaucoup de gens disent de Gaulle, là, il est intransigeant, qu'est-ce que c'est que ça, il se prend pour je ne sais pas quoi, il faudrait... Non! Comme il disait, nous sommes trop faibles pour pouvoir transiger. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment, que j'ai commencé à décrire, sur lequel je vais revenir, et j'insiste là-dessus, c'est une destruction de la France. Plus exactement, la France est devenue, sans s'en rendre compte, une colonie. Nous sommes devenus une colonie d'une puissance coloniale. Une puissance coloniale qui nous impose sa langue, qui nous impose ses films, qui nous impose ses chansons, qui nous impose son mode de vie, qui nous impose ses valeurs, qui nous impose sa vision du monde, qui nous impose ses guerres, qui nous impose sa géopolitique, et qui, par ailleurs, détruit nos intérêts les plus fondamentaux. Les États-Unis d'Amérique. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont détruit Nord Stream. Tout le monde le sait. Et on est dirigé par des lavettes, comme disait quelqu'un que j'ai bien connu, qui était Charles Pasqua, que je ne parle pas seulement de Macron, hein.
toute la classe politique française, Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Monsieur Mélenchon y compris, n'osent même pas dire que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont détruit Nord Stream et qui sont en train d'entraîner l'Allemagne et la France dans un désastre économique sans précédent. Bravo. Les États-Unis d'Amérique qui nous ont piqué, c'est un détail, mais quand même, les contrats de sous-marins en Australie. Les États-Unis d'Amérique qui nous ont démoli Alstom, avec la complicité d'ailleurs de Macron. Les États-Unis d'Amérique qui nous imposent des lois extraterritoriales où ils décident comme ça de quelle banque, par exemple, quelle banque française a le droit de commercer ou pas avec l'Iran. Les États-Unis d'Amérique qui nous imposent des boycotts. Les États-Unis d'Amérique qui imposent, par exemple, à ce pauvre Minus de Macron, qui est en fait leur puppet, comme on dit en anglais, c'est-à-dire une marionnette, on n'a pas le droit d'aller en Russie, on n'a pas le droit d'aller au Venezuela, on n'a pas le droit d'aller en Iran, on n'a pas le droit d'aller en Syrie. On doit être pour Taïwan, pour les Ouïghours, pour le Tibet, contre la Chine. Toute cette géopolitique nous est imposée par les États-Unis, au détriment de nos intérêts nationaux les plus fondamentaux. Alors, vous avez vu ce que je viens de vous dire sur les référendums. Il n'y a plus de référendum en France. On ne demande plus l'avis des Français. Normalement, on aurait dû demander depuis belle lurette aux Français, est-ce que vous voulez, oui ou non, envoyer des armes et des milliards d'euros à l'Ukraine, au risque de nous entraîner dans une guerre frontale avec la première puissance militaire de l'univers, dans un sujet qui ne nous concerne pas. Et par ailleurs, pour un narratif qui est mensonger, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce n'est pas la Russie qui a pris l'initiative, c'est les États-Unis et l'OTAN. Et ça ne remonte pas au mois de février de l'année dernière, ça remonte au Maïdan, c'est-à-dire 10 ans avant, pour ne pas dire d'ailleurs à la chute de l'URSS. On n'a pas demandé l'avis des Français, ni par référendum, ni auprès de leurs députés, en piétinant, en violant l'article 35 de la Constitution, qui prévoit qu'après un engagement au bout de 4 mois, eh bien, le président de la République, le gouvernement, doit demander non seulement, doit organiser un débat, mais il doit demander l'autorisation du Parlement pour continuer. On ne nous a rien demandé non plus au moment de la Covid. Je rappelle quand même que cette affaire extravagante, qui n'est que on en est encore probablement qu'au début d'un long martyrologe, d'un long scandale, où on a criminalisé le fait que des gens n'avaient pas envie de se laisser injecter dans le corps un truc expérimental qui n'était pas arrivé au bout de toutes ces preuves scientifiques. Je suis désolé de dire, mais c'est un procédé nazi. Hein. Là aussi, il aurait dû y avoir un référendum. Alors, il n'y a pas que les référendums dans la vie. Il y a aussi les élections normales. Mais Chirac, pour une raison sur laquelle j'ai mon point de vue, mais je ne vais pas le dire parce que sinon on va dire que je suis complotiste, Chirac a décidé tout à un coup de passer le mandat du président de la République de 7 ans à 5 ans. Pourquoi ? Parce que ça faisait moderne, paraît-il. En réalité, ce changement a eu des effets nocifs et pervers que l'on mesure de mieux en mieux. Le premier effet, c'est que le président de la République n'est plus élu que pour 5 ans. Donc, il est fragilisé. Ce n'est pas la même chose d'être élu pour 7 ans que pour 5 ans. Ça veut dire que la dernière année, il faut déjà se préoccuper de se faire réélire si on est à la fin du premier mandat. Il y a Sarkozy qui a fait une nouvelle réforme constitutionnelle, c'est qu'on ne peut pas présenter plus de 2 mandats de suite. Ça veut dire que la dernière année, on a le phénomène de ce qu'on appelle aux États-Unis the lame duck, le canard boiteux. C'est-à-dire qu'un président qui est en fin de 2e mandat aux États-Unis, plus personne ne l'écoute. On imagine ce que ça serait si Biden était réélu, parce que déjà que plus personne ne l'écoute. Bon. Et on imagine aussi ce que c'est déjà avec Macron, parce que déjà plus personne ne l'écoute. Bon. À partir du moment où le président de la République est élu, il a dissous l'Assemblée nationale. Et maintenant, comme le mandat de l'Assemblée nationale est de 5 ans, comme le mandat du président de la République,
Et là, en fait, il n'y a plus ce qui était arrivé, par exemple, en 1973, en 1978, en 1967, en 1986, en 1993, c'est-à-dire des élections législatives qui étaient intervenues pendant le mandat d'un président de la République, puisque c'était tous les 5 ans. Mitterrand était élu en 81, dissous l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, son mandat arrive en 86. Mitterrand, il avait encore 2 ans. Et je le disais tout à l'heure, les Français, à ce moment-là, ont envoyé un message pour dire on change. Et ça a été pareil en 93. Mais maintenant, vous n'avez plus cette possibilité, puisque la durée de l'élection, du mandat présidentiel et du mandat législatif est le même. Ça veut dire qu'on donne un pouvoir à un président de la République, et pendant toute la durée de son mandat, il n'y a plus de référendum. Et il n'y a pas d'élection législative qu'il craint pour faire attention à ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on ne demande plus l'avis des Français. Ça, c'est un effet pervers qui n'avait pas été perçu. Un autre effet pervers, c'est que, tel que De Gaulle avait conçu la Constitution, il avait conçu une Constitution, c'était vraiment très intelligent, parce que le président de la République était élu pour 7 ans. Il était en charge de l'essentiel, comme disait De Gaulle. En fait, il y a un article, c'est l'article 5, je crois, de la Constitution qui précise que le rôle du président de la République, c'est de défendre l'intégrité du territoire, le respect des traités, le respect de la Constitution. C'est les choses les plus fondamentales. De Gaulle disait qu'il était en charge de l'essentiel. C'était une espèce de monarque républicain. Et puis, il y avait le Premier ministre qui, en vertu de l'article 20 de la Constitution, est chargé du gouvernement. Donc l'intelligence de la Constitution gaulienne du début, c'est qu'il y avait un président qui était élu pour 7 ans, qui avait de la durée, qui ne se mêlait pas trop, parfois même pas du tout, de la politique quotidienne, qui laissait ça au Premier ministre et qui laissait donc le Premier ministre se ramasser l'impopularité inhérente à la gestion d'un État au quotidien. Mais à partir du moment où maintenant le président de la République a un mandat de 5 ans comme la durée de la législature, il se marche sur les pieds avec le Premier ministre. Il se marche d'autant plus sur les pieds que tout ça se déroule à une époque où de plus en plus, à chaque traité européen, on a retiré des pouvoirs aux Français pour les donner à la Commission européenne, pour toutes les lois et règlements, à la Banque centrale européenne à Francfort, pour tout ce qui est politique monétaire, à la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg pour trancher les litiges, et notamment si on ne respecte pas les directives européennes, à Washington pour l'OTAN, à la Cour européenne des droits de l'homme pour juger les droits de l'homme, et notamment des sujets fondamentaux qui préoccupent tellement les Français sur la question migratoire. Et donc tous ces pouvoirs que l'on a fait partir ailleurs, je n'ai même pas parlé de l'Organisation mondiale de la santé, tous ces pouvoirs qui sont partis ailleurs ne sont plus en France, en fait. Et donc, on a eu de plus en plus de pouvoirs partis à l'étranger, un président de la République dont le mandat a été réduit, qui est en train de se chamailler avec le Premier ministre pour savoir qui fait quoi, en fait. Le résultat de ça, c'est ce que vous avez vu maintenant depuis plusieurs années. C'est les premiers ministres qui sont devenus, c'est quasiment une secrétaire. Madame Borne, c'est la secrétaire. Je dis ça sans mépris pour les secrétaires, mais c'est quand même pas une première ministre. C'est devenu même un paillasson. Madame Borne aurait dû à de nombreuses reprises claquer la porte. Je prendrai un seul exemple. Vous savez, au moment de la Coupe du monde de foot au Qatar, en demi-finale, Macron a jugé nécessaire d'aller assister à la demi-finale. Après, il est allé assister à la finale. Il n'était pas obligé d'y aller. Je rappelle qu'à la finale, où la France était opposée à l'Argentine, sauf erreur de ma part, le président argentin n'a pas fait le voyage parce qu'il avait dit qu'il ne voulait pas porter la poisse. Il a bien joué. Tandis que Macron, qui veut ramener sa fraise partout, est allé à la demi-finale, à la finale. S'il avait pu aller dans les vestiaires déjà depuis la 8e ou de finale, ou je ne sais pas quoi, il y serait allé. Mais pour la demi-finale, il y a un truc... Moi, ça n'a pas été... Il n'y a que moi qui ai relevé ça, bien sûr, parce que
à la demi-finale, au même moment, il y avait une réunion. Ça, c'est la musique adoucit les mœurs. À la demi-finale, au même moment, il y avait une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne à Bruxelles qui se rencontraient avec les chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN. C'est un truc qui s'appelle l'ASIEM, ça a été créé par Chirac en 1996. J'étais avec lui d'ailleurs, avec Chirac à l'époque, c'était à Bangkok. Et donc il y a une réunion régulière des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et des chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN. C'est pas un truc, c'est pas une question de vie ou de mort, mais c'est quand même un rendez-vous diplomatique important, de bloc à bloc. C'est un grand rendez-vous diplomatique très important, surtout avec une zone du monde, l'Asie du Sud-Est, qui est en pleine croissance économique, où la France a intérêt à être présente. Et Macron a préféré aller à la demi-finale au Qatar, demi-finale, plutôt que d'aller à Bruxelles assister à ce truc-là. Déjà, je trouve ça contestable. Il n'est quand même pas payé pour... Principalement, les Français ne le payent pas a priori pour qu'il aille glapir avec des cris hystériques dans les tribunes comme il l'a fait pour une demi-finale de foot. Il est quand même plutôt là pour négocier le bout de gras avec des Asiatiques. Mais le plus extraordinaire de l'histoire, c'est qu'il a décidé, je ne sais pas si vous l'avez su, il a décidé de faire représenter la France par Olaf Scholz, le chancelier allemand. Moi, j'aurais été à la place de Madame Borne, chef du gouvernement français, j'aurais dans la seconde envoyé ma lettre de démission. Il a préféré faire représenter les intérêts de la France par le chancelier d'Allemagne, et vous savez à quel point les Allemands nous adorent, plutôt que d'envoyer le chef du gouvernement français. Est-ce que vous vous rendez compte des dérèglements dans lesquels nous sommes arrivés ? D'ailleurs, moins il y a de travail à faire dans ces hautes sphères que j'ai fréquentées, et moins il y a de travail à faire, et plus ce qui prévaut, ce sont des chicayas, des haines cuites et recuites entre les gens qui se mettent des pots de banane. En ce moment, on est en train d'assister à ce combat de titans entre Gérald Darmanin et Dupond-Moretti sur l'affaire des policiers, et puis Madame Borne, qui évidemment est complètement mise de côté, qui pointe le museau en essayant de grappiller quelque autorité que ce soit. Et pendant ce temps-là, Macron, qui est jeté de partout, ne trouve rien de mieux à faire que d'aller se balader en Mongolie ou au Sri Lanka bientôt. Donc j'ai fait une vidéo récente où je lui conseille d'aller visiter. Il en reste encore un certain nombre de pays où il n'y a jamais eu de président de la République française qui vient. Donc je lui ai conseillé le Belize, l'ancien Honduras britannique. Je lui ai conseillé la République de Kiribati et la République de Tuvalu dans le Pacifique Sud. Pour faire bonne mesure, il pourrait aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il se mettrait un os dans le nez. Et puis, alors je dis ça sans... Si on avait un vrai chef d'État en France, eh ben, il devrait aller dans des pays pour renouer des relations traditionnelles qui remontent à des siècles qu'on a sabotées. Il devrait se précipiter en Syrie, avec lesquels nous avons des liens depuis François Ier. Bachar el-Assad a tenu bon. La Syrie vient d'être réintégrée dans la Ligue arabe. Il se succède à Damas des missions d'entreprises allemandes. Et nous, on a fermé notre ambassade comme des... À Damas. La Syrie, qui était un des foyers de la francophonie au Moyen-Orient, maintenant, les petits Syriens, ils apprennent le russe. Parce que c'est la Russie qui les a sauvés. Si on avait un vrai chef d'État qui n'obéissait pas à l'oncle Sam, il irait également en Iran. L'Iran est depuis Louis XIV, les voyages de Chardin, je ne sais pas si vous connaissez. Depuis Louis XIV, la France a des liens très étroits avec ce qu'on appelait la Perse jadis. Sous la dynastie des Qadjars, c'est-à-dire au XVIIIe, XIXe siècle, les débuts XXe, tous les chats d'Iran, tous les chats de Perse avaient un médecin français. Toute la cour de Téhéran parlait le français. Et sous la dynastie Pahlavi, donc les deux monarques Pahlavi, pareil. Maintenant, on est interdit d'Iran parce que l'oncle Sam en a décidé ainsi. Alors qu'en 1966, je crois, De Gaulle était allé en Iran, ça a été là aussi un triomphe. Aujourd'hui, en France, il y a toute une série de sujets où il n'y a plus de stéréo. Ou plus exactement, la stéréo, vous ne l'avez que si vous allez sur Internet. En particulier, en m'écoutant, je ne suis pas le seul, mais en particulier en écoutant mes vidéos. C'est-à-dire que, par exemple, sur la guerre en Ukraine, de Madame Le Pen à Monsieur Mélenchon, tout le monde est pour l'Ukraine et tout le monde trouve très bien de faire la guerre à la Russie. Madame Le Pen, au moment du deuxième tour
de 2022, elle a tout de suite donné un satisfecit. Ah oui, oui, vous avez tout à fait raison. Zemmour, c'est pareil. Mélenchon, c'est pas, je vais le dire, mais sur cette affaire-là, tout le monde dit la même chose. Sur l'affaire de la Covid, pareil. Tous les partis politiques qui ont droit de citer dans les médias disent la même chose. Tous les médias disent la même chose. Moi, je suis d'une génération où ce qu'on lisait dans le Figaro, c'était vraiment très différent de ce qu'on lisait dans l'Humanité. Hein. Maintenant, ce sont des nuances. C'est-à-dire que le débat politique a été évacué de la scène médiatique. Et il y a même pire, il y a une espèce... Nous sommes entrés non pas dans une société dictatoriale, mais dans une société de nature totalitaire. Vous savez ce que c'est la différence ? La différence, c'est qu'une société dictatoriale, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais on vous tape dessus, voilà, et puis on n'en fait qu'à sa tête. Enfin, le gouvernement n'en fait que... Voilà. Une société totalitaire, c'est pire, c'est qu'elle force les gens à penser quelque chose. Vous êtes sommé de dire que Zelensky, c'est un héros de notre temps. Vous êtes sommé de dire que c'est pas vrai du tout, qu'il n'y a aucun néo-nazi en Ukraine. Vous êtes sommé de dire que Poutine est un nouvel Hitler. Vous êtes sommé de dire que nous vivons des périodes de canicule inouïes dans l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'a apporté l'Occident, et en particulier la France, à partir du XVIIe siècle et de la Renaissance et du début de l'âge classique? La pensée cartésienne. Descartes, c'est le doute méthodique. C'est-à-dire, je ne sais pas, je me pose des questions. Et on n'a plus le droit de se poser des questions. Moyennant quoi, quand on se balade en France, vous avez des forêts d'éoliennes qui sont en train de ravager le paysage français. Et là, il n'y a eu aucun référendum non plus, d'ailleurs, sur la France, auprès des Français, pour savoir si on était vraiment d'accord. Je rappelle que 70 éoliennes, quand elles marchent, représentent la production électrique de 5% de la centrale nucléaire de Fessenheim, que Macron a fermé comme ça, sur un coup de tête, pour plaire aux écolos. Je signale qu'il y a actuellement en France, on construit à peu près 3000 éoliennes cette année, c'est-à-dire quasiment 9 à 10 éoliennes par jour sur le territoire national, et qu'elles font 200 mètres de haut, c'est-à-dire les 2/3 de la tour Eiffel. Est-ce que vous vous rendez compte ? On n'a même plus le droit de se poser des questions. Ça, c'est typiquement une société qui tend vers de nature totalitaire, qui ne se contente pas de constater que vous n'êtes pas d'accord, qui vous force à penser quelque chose par intimidation. Et ce que je voulais vous dire pendant cette présentation, c'est qu'au bout du compte, mis bout à bout, tout ce que j'ai dit, la fin des référendums, le quinquennat, la fin de la sanction à mi-parcours des élections législatives, le fait de ravaler le Premier ministre au rang de serpillière, le fait d'avoir une société médiatique qui impose sur tout l'échiquier politique les mêmes positions à des nuances près, cette intimidation permanente qui intimide y compris le Rassemblement national. Moi, je vois des gens qui me disent... J'ai vu des élus qui disent « Oui, on a très peur, il y a le Rassemblement national, mais ça me fait rigoler. » Je suis le seul responsable politique français, depuis 16 ans, à expliquer que le Front national devenu Rassemblement national, et je mets M. Zemmour dans le même, ce sont des agents du système. Parce que si Mme Le Pen avait été élue en 2022, elle a tout fait pour que ça ne soit pas le cas, vous l'avez remarqué. Elle n'a pas dit un mot sur le bilan financier désastreux de Macron. Elle n'a pas dit un mot. Elle a félicité Macron pour sa position sur l'Ukraine. Elle ne l'a pas attaqué du tout, en fait. Bon, alors, il paraît qu'effectivement, c'est pas un prix Nobel. Bon, il paraît qu'elle ne connaît pas bien ses dossiers. Bon, ben à ce moment-là, si elle ne connaît pas bien ses dossiers, il ne faut pas qu'elle prétende être présidente de la République aussi. Non, d'une pipe, il y en a marre aussi qu'on nous présente des gens qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas du niveau. En attendant, je le dis depuis 16 ans et demi, je l'ai dit, la première fois, c'était avec l'extrême gauche, avec Tsipras en Grèce, en 2016. L'extrême gauche arrivait au pouvoir en Grèce, c'était terrible, terrible, terrible. Il n'était question que de ça dans tous les médias européens. Et moi, je suis bien placé pour savoir
que le véritable adversaire de système, on n'en parle jamais. À partir du moment où vous avez des médias qui parlent de vous, vous pouvez, je suis désolé, hein, vous pouvez être sûr que c'est une manipulation.